Ils savent que la pension est un droit. Vous l'avez rappelé, ce sont des cotisations. Mais curieusement, toutes les fois qu'ils rencontrent le gouvernement, dès lors qu'on leur fait une petite promesse, ben les voilà qui se réjouissent de cette promesse. Et puis bon, c'est passé. Voilà, on peut continuer à attendre encore des mois et des mois pour rebondir. Est-ce qu'ils ne sont pas vraiment corrompus? Et pourquoi vous ne les changez pas? Christian, c'est un débat en cours. C'est un débat que nous avons pratiquement tous les jours. Moi personnellement, j'ai fait le constat que ces responsables syndicaux passent plus leur temps au niveau de la direction déjà de la CREF, au niveau du ministère chargé de suivre ces questions, et ils attendent des audiences et de la primature. Mais nous leur disons, revenez à la base, organisée des assemblées générales. Est-ce qu'il est normal qu'après une réunion qu'ils aient eue avec le Premier ministre, comme celle qu'ils viennent d'avoir, pour aboutir aux conclusions que nous avons vues là, qui sont fortement critiquables, qui ne constituent que la diversion, est-ce qu'il est normal que les syndicalistes ne viennent pas rendre compte à la base? Quel est ce syndicat? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soupçons sur eux. On pense que ces rencontres organisées par les gouvernants sont des rencontres qui permettent aux gouvernants de leur glisser quelques enveloppes pour venir observer le silence, parce que ce que le gouvernement veut, c'est le silence dans tout le pays pour faire croire à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a la paix, etc., qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde sait que tous les hôpitaux sont pratiquement en grève et que les conséquences sont très dures. C'est pour ça que l'intervention de ce syndicaliste qui a dit qu'il était content parce qu'on avait promis un mois, etc., ben, les retraités sont complètement ahuris. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les pensions ne sont pas payées, donc les retraités sont abandonnés, les hôpitaux sont paralysés. Là-bas aussi, le personnel médical qui est en grève attend d'être payé. C'est des dizaines de mois d'arriérés. Et là, les mairies, nous apprenons même qu'il y a des mairies qui accusent jusqu'à 113 mois, 113, non, 113 mois d'arriérés de salaire. Après, on se pose la question de savoir comment font-ils pour vivre. Et tout ça, le gouvernement estime qu'ils ne doivent rien revendiquer, sinon c'est de l'anarchie. Comment analyser cette approche gouvernementale finalement face à cette crise sociale qui prend de l'ampleur? Bon, la première chose qu'il faut dire aux Congolais, il faut maintenant se convaincre clairement que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une dictature. Et dans la dictature, je crois qu'on n'est même pas on est dans une tyrannie. Parce qu'on ne peut pas, Christian, je m'excuse de le dire de façon crue, on ne peut pas, avec le système du PCT et le pouvoir du président Sassou, avoir amené le Congo à la situation que nous sommes et essayer de chercher que les gens restent silencieux pour les voir organiser des mariages fastueux, organiser des cérémonies, etc., dans l'indifférence totale. Dans l'indifférence totale. C'est pour ça que moi je dis clairement, je suis de ceux qui militent pour que de façon démocratique, nous allions au changement et à la rupture. Et nous le voulons de façon démocratique pour que nous soyons compris. Et comme nous le voulons de façon démocratique, nous disons au gouvernement, c'est vous-même qui nous avez fait des propositions. Quand on vous les retourne, vous n'en voulez pas. Convoquer un dialogue national inclusif auquel prendront part tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et nous mettrons les problèmes de ce pays sur la table. Parce que ce pays n'appartient à personne. Il appartient à nous tous. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce numéro de Zoom sur le Congo. Les retraités congolais qui ont consacré leur vie au service public se retrouvent dans une précarité financière alarmante, tandis que les tensions entre le gouvernement congolais et les syndicats semblent
manifeste, une situation qui nécessite une attention particulière et urgente afin de trouver une solution durable. On en parle aujourd'hui avec Clément Mirassa. Bonjour Clément. Bonjour Christian, encore une fois, merci pour cette opportunité que tu nous offres. Je vous en prie, comment allez-vous? Je vais bien. Super. Alors Clément Mirassa, que se passe-t-il entre le gouvernement congolais et les retraités à qui l'État congolais doit, tout le monde le sait, plus de 50 mois d'arriérés de pensions impayées, mais que le Premier ministre Anatole Coliné Makosso estime désormais que leurs responsables syndicaux seraient des perturbateurs? Merci bien pour ta question et ton commentaire. En fait, le gouvernement de Colline Makosso et le pouvoir du Parti congolais du travail sont coincés. Ils sont véritablement coincés qu'ils ont choisi la diversion. Et l'un des aspects de la diversion concerne aujourd'hui les retraités. J'en profite pour attirer l'attention et dire que le Congo connaît une situation tout à fait particulière. Tous les hôpitaux sont en grève et que ça connaît une situation extrêmement difficile. Donc, devant l'incapacité de trouver des solutions idoines à nos problèmes qui se posent aux Congolais en général et aux retraités, ben, on utilise un certain nombre de mots, des perturbateurs, mais les syndicats ils doivent défendre les intérêts des retraités. Les syndicats doivent défendre les intérêts des travailleurs. Et dans le cas des retraités, ben, nos syndicats doivent, nous les critiquons d'abord parce qu'on pense qu'ils ne sont pas suffisamment fermes devant les gouvernants. Mais là, nous n'acceptons pas et nous demandons à nos syndicats de venir auprès de nous, de convoquer une assemblée générale pour que nous prenions sérieusement en main les problèmes qui nous touchent, qui sont extrêmement graves. Donc, nous pourrons les rappeler tout à l'heure, mais les problèmes sont extrêmement graves. Mais Clément Mirassa, est-ce que, bon, je ne sais pas si cela leur échappe, mais est-ce que ils ont la même perception de ce que c'est qu'une retraite, ce que c'est qu'une pension? Avant de répondre, je vais vous proposer un extrait d'une vidéo. C'était, je crois, le 28 novembre 2024, lors de son message à la nation, ce que déclarait Denis Sassou Nguesso. Et on revient sur le plateau. Suivez. Je voudrais à présent m'adresser aux compatriotes qui ont servi l'État toute leur vie durant et aujourd'hui à la retraite, aux étudiants, notamment ceux en formation à l'étranger, ainsi qu'aux autres catégories de personnel. Les contraintes résultant de l'absence de marge budgétaire n'ont pas permis au gouvernement de faire régulièrement face à ces engagements vous concernant. Rassurez-vous que les traitements impayés qui demeurent des créances sur l'État seront progressivement soldés en fonction de nos disponibilités financières. Voilà, Clément Mirassa. Alors pour Denis Sassou Nguesso, vous l'avez suivi, il dit les contraintes résultant de l'absence de marge budgétaire n'ont pas permis au gouvernement de faire régulièrement face à ses engagements vous concernant. Est-ce que c'est comprendre par là que pour Denis Sassou Nguesso, la pension est une aumône, une faveur, c'est-à-dire il faut qu'il trouve de l'argent pour satisfaire les retraités ou, comme tout le monde le sait, c'est des gens qui ont cotisé et c'est un droit. Christian, ta question est vraiment pertinente. Je dois dire aux téléspectateurs qu'au Congo, lorsqu'on paye le salaire, on a instrumentalisé un certain nombre de leaders d'opinion qui font passer le message sur les réseaux sociaux pour dire merci au président Denis Sassou Nguesso, il vient de virer le salaire. Donc, c'est comme une aumône, c'est comme quelque chose que les Congolais vont mendier, alors que, par exemple, la pension, c'est un droit. Et ils le reconnaissent en ce qui concerne les salaires. Mais en ce qui concerne les pensions, comme ils considèrent que les retraités sont des serpents sans venin, c'est-à-dire qu'ils estiment que ces gens ne sont pas capables du moins de mouvement, etc. Mais je pense qu'ils se trompent parce que nous, on fait le travail pour que les retraités prennent conscience de ce qu'ils sont.
Je crois qu'aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas nous donner le chiffre exact, il semble qu'on nous estime à un peu plus de 400 000 retraités. Donc, on est capable de nous retrouver. Quand on veut faire des sittings, tout ça, ils s'opposent. Mais c'est les gouvernants, particulièrement le président de la République, il faut qu'ils sachent que la pension, c'est un droit, ce n'est pas une aumône. Il s'agit des cadres, des travailleurs qui ont rendu des bons et loyaux services à l'État, qui ont cotisé. Donc, c'est un engagement qui est passé et on ne devrait pas connaître le moindre retard au niveau du paiement de la pension. Alors, c'est pour ça que dans le combat que nous menons, non seulement il faut régulariser la situation, parce que quand on parle des problèmes de marge, etc., ce n'est pas la marge, c'est la mauvaise gouvernance. C'est l'acceptation des détournements, c'est l'acceptation de la corruption, c'est l'acceptation de l'enrichissement illicite par une petite minorité du pouvoir, des dignitaires du PCT, des ministres, etc. Donc, il faut que les Congolais en prennent conscience. C'est pour ça que je ne suis plus, je n'accepte plus que le Premier ministre vienne dire qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'ils savent correctement qu'est-ce qu'il faut faire, les paradis fiscaux. Donc, je me rappelle bien du message qui a été passé, mais ce message est devenu caduc et inacceptable. Et le président de la République doit savoir que par rapport à la gouvernance, les gouvernants actuels doivent parler aux Congolais des 14 000 milliards, ils doivent parler d'autres rubriques et ils doivent cesser le disque de dire qu'il n'y a pas d'argent, ce disque-là est rayé. Voilà, Christian, ce que je peux dire à ce propos. Oui, mais Clément, est-ce que vos responsables syndicaux ne sont pas non plus, voilà, je vais faire cette tautologie, responsables de la situation actuelle? Parce qu'on ne peut pas comprendre des gens à qui on doit plus de 50 mois, je crois que vous êtes passé à 52 mois de pension impayée, sans compter évidemment les quelques mois que l'on vous doit pour l'année 2026. Que ces responsables rencontrent parfois le gouvernement et ou d'autres organisations, bien sûr, gouvernementales, et qu'au sortir de là, une fois qu'on leur a promis un mois, ils se mettent à faire du bruit dans les médias pour dire, ben, on nous a promis un mois et donc voilà, on peut voilà, attendre. Et là, par exemple, il avait été promis, je crois, un mois, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on a payé le mois qu'on avait promis? On commence à payer à partir de demain, le 26. Et donc, je disais, est-ce que vos responsables syndicaux ne sont pas aussi responsables de cette situation? Bon, nous critiquons beaucoup nos responsables syndicaux. Nous estimons même, pour moi, en ce qui me concerne, je considère qu'ils ont choisi de défendre les gouvernants et les syndicats. Parce que j'ai été vraiment choqué de voir ces syndicalistes dire qu'ils étaient contents. Parce que, Christian, il faut restituer bien les choses pour que les gens comprennent. Quelle est la situation réelle? Aujourd'hui, on nous doit pratiquement 52 mois d'arriérés de pension. Comment se décomposent ces 52 mois? Il y a 45 mois qui concernent la période qui va de novembre 2016 à décembre 2021. 45 mois. Nous avons 2 mois d'arriérés au titre de l'année 2024. Et nous avons 5 ou 6 mois au titre de l'année 2026. Et là, il y a encore un problème parce qu'au cours de la réunion que le Premier ministre a organisée avec les syndicats, mais nous avons été surpris de lire à travers les réseaux sociaux que pour le Premier ministre et les membres du gouvernement, ils ne doivent aux retraités que le mois de juin et de juillet. Donc, déjà, on ne s'accorde pas là. Mais donc, ils nous doivent près de 52, 53 mois. Ça, c'est le premier point. Ils doivent régler le problème de l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300. Pourquoi? Parce que depuis 2011, le point d'indice était à 160. À partir de 2011, il a commencé à évoluer et en 2011, il est passé à 200. Il est resté à 200 en 2011, 2012 et 2013. À partir de 2014, il est passé à 225. Donc, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'indice est passé à 225. À partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, il est passé à 250. Et à partir du 1er janvier
2016 jusqu'au 31 décembre 2016, il est passé à 275. Et depuis le 1er janvier de 2017, il est passé à la valeur du point d'indice 300. Ça veut dire quoi, Christian? Les textes sont clairs. Ce gouvernement a des problèmes avec l'application des textes. Ces textes sont clairs, d'autant que lorsque je prends ces textes, Christian, que je peux montrer aux téléspectateurs, c'est le décret 84/892 du 12 octobre 1984. Il y a un article clair qui est clair là-dessus. C'est l'article 58 qui dit ceci. Toute augmentation de traitement entraînera une majoration de la pension ou de la rente dans la même proportion. Ça veut dire quoi? Chaque fois que le salaire évolue, la pension évolue dans la même proportion. Donc, ça veut dire que depuis 2011, Christian, que ça a commencé, le traitement a commencé à évoluer, les gouvernants n'ont jamais appliqué cette disposition d'un texte réglementaire, de sorte que depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la plupart des retraités touchent leur pension pratiquement à la moitié de ce qu'ils devraient toucher. Et moi, j'ai été choqué de lire à travers l'Internet, j'espère que c'est faux, que lors de ce débat, le Premier ministre a osé évoquer qu'il s'agissait d'un vieux texte. Qu'il s'agissait d'un vieux texte. Alors que je rappelle au Premier ministre que selon l'article 111 de la Constitution, le Premier ministre doit se charger de l'application des lois et des textes en vigueur. Donc, on est dans cette situation. Maintenant, au-delà de ça, Christian, tu as le problème des arrérages. L'arrérage, en fait, c'est quoi? C'est l'argent que l'État doit entre le moment où vous partez à la retraite et le moment où vous commencez à toucher la pension. Il y en a qui ont attendu plusieurs mois. On nous parle de ceux qui attendent encore depuis 11 ans. On a vu ça, 11 ans. Ils sont passés donc à 12 ans. Il y a des arrérages. Donc, c'est toute cette situation. Alors, donc, aujourd'hui, ils essayent de tergiverser pour dire qu'il manque des marges, etc. Mais en fait, les gouvernants, y compris le président de la République, ils savent que c'est un choix délibéré qui a été fait pour faire souffrir les retraités. Et là aussi, nous nous basons sur les textes, parce que les textes sont clairs. Et tout à l'heure, je vais donner un éclaircissement sur le fait, l'argument qu'ils évoquent en disant qu'il manque de l'argent, etc. C'est faux. Et on va tout à l'heure également essayer d'analyser la conclusion à laquelle le Premier ministre a abouti. Je dis c'est véritablement scandaleux. Mais enfin, on va évoquer ça. Oui, vous parlez tout à l'heure de ce que vous arrivez à critiquer vos responsables syndicaux. C'est une chose, mais est-ce qu'on ne peut pas les changer? Parce que moi, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vos responsables syndicaux sont corrompus, mais vraiment corrompus jusqu'à la moelle. Ils font la même chose depuis des décennies. On crie à la grève, à une marche, au sit-in, et une fois qu'ils ont rencontré le gouvernement, même quand c'est juste des promesses, après, j'aime bien à le rappeler ici, que les promesses n'engagent que ceux qui croient. C'est un droit. Ils savent que la pension est un droit. Vous l'avez rappelé, ce sont des cotisations. Mais curieusement, toutes les fois qu'ils rencontrent le gouvernement, dès lors qu'on leur fait une petite promesse, ben les voilà qui se réjouissent de cette promesse. Et puis bon, c'est passé. Voilà, on peut continuer à attendre encore des mois et des mois pour rebondir. Est-ce qu'ils ne sont pas vraiment corrompus? Et pourquoi vous ne les changez pas? Christian, c'est un débat en cours. C'est un débat que nous avons pratiquement tous les jours. Moi personnellement, j'ai fait le constat que ces responsables syndicaux passent plus leur temps au niveau de la direction générale de la CREF, au niveau du ministère chargé de suivre ces questions, et ils attendent des audiences et de la primature. Mais nous leur disons, revenez à la base, organisée des assemblées générales. Est-ce qu'il est normal qu'après une réunion qu'ils aient eue avec le Premier ministre, comme celle qu'ils viennent d'avoir, pour aboutir aux conclusions que nous avons vues là, qui sont fortement critiquables, qui ne constituent que la diversion, est-ce qu'il est normal que les syndicalistes ne viennent pas rendre compte à la base? Quel est ce syndicat?
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soupçons sur eux. On pense que ces rencontres organisées par les gouvernants sont des rencontres qui permettent aux gouvernants de leur glisser quelques enveloppes pour venir observer le silence, parce que ce que le gouvernement veut, c'est le silence dans tout le pays pour faire croire à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a la paix, etc., qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde sait que tous les hôpitaux sont pratiquement en grève et que les conséquences sont très dures. Donc, nous interpellons souvent les syndicats pour leur dire, faisons une assemblée générale. Le prétexte est assez souvent évoqué, c'est qu'ils n'ont pas l'autorisation, mais pour faire une salle dans une réunion, pour rendre compte des conclusions de la réunion ou de la rencontre qu'ils viennent d'avoir avec le Premier ministre. Mais c'est un droit. Le syndicat, l'activité syndicale est reconnue dans la Constitution et on ne peut pas faire une activité syndicale sans rencontrer la base. Donc, nous sommes dans cette situation et chaque fois que nous l'aurons, et c'est pour ça que l'intervention de ce syndicaliste qui a dit qu'il était content parce qu'on avait promis un mois, etc., ben, les retraités ils sont complètement ahuris. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils se disent qu'ils sont maintenant, encore une fois de plus, convaincus que ces gens-là touchent des enveloppes. Mais nous, ce que nous voulons, c'est la convocation d'une assemblée générale pour qu'ils nous rendent compte des conclusions qu'ils ont eues avec le Premier ministre. Il y a, dit-on, des commissions qui vont être mises en place, mais il faut que nous, les retraités, que nous soyons informés et que nous donnons notre point de vue. Et si nous avons des suggestions à faire, ben, il faut bien qu'il y ait cette assemblée générale. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve, Christian. Voilà, on va donc proposer à nos téléspectateurs un reportage relatif évidemment à la dernière rencontre entre les responsables syndicaux des retraités et le gouvernement congolais. Ensuite, je vous ferai à réagir. Suivez. Les retraités pensionnaires vont recevoir en moins de leur pension dans quelques jours. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les associations des retraités et le gouvernement congolais ce 17 août 2026 à Brazzaville. L'État s'engage à payer, à verser un mois cette semaine. On peut dire qu'il y a satisfaction. Voilà, un mois était promis, vous l'avez dit tout à l'heure. On va commencer à payer, je ne sais pas si c'est demain. Bon, là encore, on va attendre voir ce que c'est demain, donner. le 26. Mais un mois, lorsqu'on donne un mois à un retraité à qui on doit plus de 50 mois, on imagine ce que cela représente. Et vous le disiez tout à l'heure, qu'il n'a jamais été, c'est une pension qui n'a jamais été harmonisée. Donc, voilà, c'est tellement difficile. Mais curieusement, voilà, vos responsables se réjouissent de cela, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, c'est tout normal que les gens commencent à penser ou à croire qu'il y a des enveloppes qui sont glissées parce que rien ne peut expliquer que vos responsables syndicaux se comportent de la sorte. Et quelles ont été les conclusions tirées au-delà de cette promesse d'un mois de pension à payer? Alors, cette rencontre avec le Premier ministre a abouti à des conclusions que je trouve curieuses et bizarres. J'en ai conclu que le gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso perd vraiment sa crédibilité et qu'il a choisi la diversion. Alors, il a recommandé la mise en place d'une commission qui doit faire le point de tout ça et qu'à l'issue du travail fait par cette commission, ben, on ira à un dialogue social. Alors, pourquoi c'est la diversion, Christian? Et il faut que les retraités le comprennent. La CREF est sous la tutelle de Madame Ingrid Ebuka Babakas. Le dialogue social est sous la responsabilité du ministre Pierre Madiala. Et d'après les dispositions que nous connaissons, il n'y a pas de lien entre les problèmes que nous connaissons au niveau des retraités, qui sont des problèmes clairs que je viens d'énoncer. Le problème, il est clair, il s'agit de trouver les financements pour régler le problème des arriérés, pour régler le problème des arrérages et régler le problème des différentiels, etc. Alors, on va aller au dialogue social. Pourquoi? Le ministre des Finances était là, en présent, à côté du Premier ministre. Ils n'ont pas apporté la solution. Et à chaque fois, je crois que les retraités ont suivi le Premier ministre au Sénat. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut d'une commission, mais il a dit au Sénat que pour ce qui concerne la valeur du point d'indice à 300, que l'incidence a déjà été calculée, qu'elle est de 2 milliards 700 millions, qu'il faut ajouter, semble-t-il, aux 14 milliards qu'il faut pour payer la pension. Ces chiffres sont connus.
Alors, c'est d'autant plus la diversion. Pourquoi, Christian? Mais parce que nous avons les textes sous nos yeux. Et l'un des textes oblige chaque année la Direction générale de la CREF à élaborer son budget, à soumettre ce budget au ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre chargé de la sécurité sociale, et que le ministre présente ce budget au Conseil des ministres. Pourquoi? Pour que toutes les données soient intégrées au niveau du budget de l'État. Et d'après les tests que nous avons sous les yeux, ce budget doit être équilibré par l'État en dépenses et en recettes. Et figurez-vous, Christian, que depuis 1994, sous le président Lissouba, il n'y a pas eu un conseil des ministres qui a examiné le budget de la CREF. Ça veut dire il y a un problème profond. Si à la CREF, il n'y a pas de cadre compétent, encore qu'on nous a vanté la digitalisation, un certain nombre de choses, il faut que le gouvernement en tire les conséquences. Il faut que pour le budget, et c'est là où je dis que Anatole Collinet-Makosso a choisi la diversion, parce que la préoccupation du gouvernement aujourd'hui devrait être de soutenir la CREF pour élaborer son budget de l'année 2027. Dans ce budget, on doit tenir compte de la valeur du point d'indice à 300 pour le paiement de la pension, et que ce budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. S'il n'est pas équilibré, c'est l'État qui doit le faire. Donc, nous devrions travailler au niveau des retraités, des syndicats. Moi, j'exhorte les syndicats à prendre cela en ligne de compte, qu'ils reviennent auprès du Premier ministre pour dire que la priorité devrait être d'élaborer ce budget pour que dès le 1er janvier 2027, que la pension soit payée concomitamment avec le salaire, parce que c'est une dépense prioritaire. Il n'y a pas de raison que les fonctionnaires touchent leur salaire à chaque fin du mois, et que les retraités qui ont cotisé, qui ont travaillé, attendent des années pour toucher leur pension d'un mois. C'est inacceptable. Et c'est ça. Alors, quand le Premier ministre dit, je m'excuse d'être long, Christian, quand il dit qu'il y a des problèmes d'argent, Christian, je te pose une question. Les Congolais ont été frappés le 8 juin 2026 et le 12 juin 2026 par une émission sur les réseaux sociaux de Jana TV qui a annoncé qu'il y avait des malversations financières au sein de la CREF, qu'il y avait un chef de bureau qui s'était permis de faire un transfert de 500 millions. Et quand il a été convoqué, mais au cours de cette rencontre avec les syndicats et les autres, le Premier ministre n'a pas évoqué cette question. Ça veut dire qu'on est dans l'acceptation de la malgouvernance, des détournements, et que ce qu'on devrait recommander pour la CREF, mais c'est un audit global. Parce que lorsque ces éléments sont passés sur les réseaux sociaux, mais on ne parlait pas seulement de la CREF, on parlait y compris de la CNCS. Ça veut dire qu'il y a des informations sur la mauvaise gouvernance dans notre pays, sur les détournements, et qu'il y a la protection des responsables de ces scandaleux crimes économiques et financiers par les gouvernants. Ce que le Premier ministre ne dit pas, c'est que leur rencontre n'a fait que protéger ces gens. Si un chef de bureau peut se permettre de transférer en France 500 millions et de ne pas se présenter quand on le convoque, mais les directeurs, etc., je ne veux pas rentrer dans la délation, mais ça fait beaucoup de temps. Mais je terminerai sur ce point, Christian, en disant ceci. Au cours de ces émissions, mais des hautes personnalités ont été mises en cause, comme quoi elles participaient à une espèce, excusez-moi l'expression, de réseau mafieux qui permettait chaque mois de soutirer de l'argent. Mais est-ce que le Premier ministre peut faire une réunion avec les syndicats, avec les membres de son gouvernement, sans évoquer cette situation? De qui il se moque? Et venir dire aux Congolais qu'il n'y a pas d'argent dans le pays? Mais c'est inacceptable. Et je trouve que le Premier ministre perd de plus en plus de crédibilité. D'ailleurs, c'est un gouvernement de la tchatche. Hein? On l'appelle gouvernement Yanzala ou gouvernement Yapassi ou quoi. Mais on ne peut pas. Donc, ce qui se passe chez les retraités,
Nous insistons pourquoi? Mais c'est ce qui est général. Regardez la situation dans les hôpitaux, regardez la situation au niveau de l'université Marien Ngouabi, regardez à la Poste. Donc, il y a une situation globale. Et moi, ce qui me fait rire, Christian, c'est que ces gens qui parlent, écoutez, on a trouvé un chiffre, etc., sur la marche vers le développement ou je ne sais pas quoi, L'accélération de la mais marche ils ne vers le sont pas développement. l'accélération de la marche vers le développement. Déjà, Christian, je sors un peu de notre créneau pour faire juste un clin d'œil. Je vous en prie. Tous les jours, on nous dit que la dette est diminuée. Aujourd'hui, elle est déjà à 9 483 milliards. Mais la dette à ce niveau, c'est un obstacle au développement. Bon, vous êtes pratiquement en cessation de paiement. Vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires dans les hôpitaux, etc. Et vous voulez accélérer. Quel développement vous allez accélérer? C'est pour dire qu'on a choisi la diversion parce qu'on veut, coûte que coûte, se maintenir au pouvoir. Et on a choisi l'instauration d'un climat de peur dans le pays, un climat de peur et de terreur. On a choisi pratiquement le silence et on a choisi de divertir les gens. La conclusion à laquelle le Premier ministre est arrivé avec les syndicats, je dis que c'est de la diversion. Et le Premier ministre, il ne faut pas qu'il prenne ça pour une attaque. Je lui rappellerai tout simplement qu'en 2025, que Dieu ait son âme, le défunt ministre Firmin Ayessa, ministre d'État Firmin Ayessa, avait déjà amorcé ce travail. Et moi, j'ai suivi un démenti, semble-t-il, fait par le directeur Jean de la Crève, qui disait qu'ils étaient à un niveau donné de la digitalisation, mais que cette digitalisation permette qu'on sorte les données et qu'on aille à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, je me répète, Christian, l'essentiel pour les retraités aujourd'hui, c'est l'élaboration par la direction générale de la Crève du budget, la soumission de ce document au ministre de tutelle, la présentation de ce document par la ministre chargée de ce domaine au Conseil des ministres et que ce qui a arrêté s'applique. Maintenant, une fois que ça s'est fait, il faut discuter maintenant de l'appurement des arriérés, des arrérages et des différentiels qui sont extrêmement importants et qui doivent nous permettre d'avancer. Voilà, Christian, ce que je peux Oui, dire. évidemment, vous disiez tout à l'heure, bon, enfin, selon le Premier ministre, un problème de ressources qui s'opposent, mais bon, il faut peut-être le lui rappeler que le pétrole est en train de bien se vendre sur le marché international. Le baril est passé à 94 dollars le baril et que disons, le projet de loi des finances exercice 2026 avait été, je crois, bâti sur la base du baril à 67 ou 63 par là. Donc il y a un gap, il y a encore beaucoup d'argent qui entre au Congo et ça, on n'en parle pas. On peut faire comprendre aux Congolais qu'il n'y a toujours pas d'argent. Bon, mais tout à l'heure, je disais, apparemment, les Congolais ne perçoivent peut-être pas les choses de la même manière que ceux qui sont à la tête de ce pays, surtout qu'ils sont mais trop richement payés. Ils ont l'impression que tout le monde enfin, tout le monde vit dans les mêmes conditions qu'eux. C'est l'impression que cela donne. Je vais vous proposer un autre extrait, toujours de Denis Sassou Nguesso, c'était le même jour, le 28 novembre 2024, où il parlait évidemment des grèves. En fait, il estimait que les grèves qu'entamaient les travailleurs étaient une sorte d'anarchie. On revient sur le plateau suivant. C'est ici le lieu d'appeler l'attention de certains de nos compatriotes qui, du fait des difficultés conjoncturelles rencontrées, se sont engagés dans des grèves anarchiques, mettant en péril leurs entreprises ou leurs administrations. J'invite les uns et les autres à préserver l'outil de travail. Comme le recommande le Bureau international du travail au terme des dispositions pertinentes y afférentes.
Voilà, Clément Mirassa. Alors, c'est de l'anarchie pour les travailleurs qui vont en grève, qui revendiquent évidemment leur salaire. C'est pareil hein, pour les retraités qui, aujourd'hui, on parlerait des perturbateurs. Vous voyez que c'est une logique, finalement, de ce gouvernement qui, peut-être à un moment donné, se dit, mais écoute, malgré ce qui se passe, les difficultés que vivent les Congolais, ben, ils doivent se taire, ils doivent rien manifester, sinon, soit c'est de l'anarchie ou ce sont des perturbateurs. Mais ce que Denis Sassou Nguesso ne dit pas, c'est que, puisqu'il rappelle même le Bureau international du travail, l'Organisation internationale du travail défend le principe selon lequel les fonctionnaires et agents publics ont droit à une rémunération juste, équitable et décente adaptée à la nature de leurs responsabilités. L'OIT, tout le monde le sait, est clair là-dessus, sur l'équité, le pouvoir d'achat. Elle recommande donc des rémunérations qui doivent tenir compte à la fois des besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, notamment le coût de la vie et l'inflation. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des travailleurs qui accumulent des dizaines de mois d'arriérés de salaire. Avant toujours de vous faire réagir, je vais vous proposer un second reportage. Ce sont les responsables syndicaux des mairies du Congo. Les agents des mairies cumulent jusqu'à 80 mois de salaire impayé. À chaque ville, ce nombre d'arriérés. La situation est devenue préoccupante. Les syndicalistes des mairies se sont rendus le 20 août au Parlement pour chercher une issue chez le président du Sénat, Pierre Ngolo. Nous sommes venus voir le président fédéral pour soumettre nos revendications concernant toutes les mairies du Congo pour des irrégularités des salaires et les non-paiements des salaires en cours, des arriérés, tous ces problèmes-là, on était obligés de venir les soumettre auprès de lui. Pour Brazzaville, on est à 12 mois. Pointe-Noire, on est à 8 mois. Mont-Saint-Dieu, nous sommes à 112 mois. Dolisie est à 76. 82, c'est Wesso et Nkaï qui sont à 76, je pense. Pierre Ngolo, président du Sénat, est dans une démarche d'apaisement. Les syndicalistes ont été appelés au calme pendant que les négociations se feront avec le gouvernement. Il a juste demandé à nous d'être toujours sages et que nous travaillons en collaboration comme on le fait toujours pour trouver des solutions qui vont un peu alléger les difficultés des agents municipaux. Les impayés des mairies ne sont qu'une partie du miroir social des salariés au Congo. Si les agents municipaux négocient pour avoir leur dû, ceux des hôpitaux sont actuellement au stade de grève, faute de solution. Pendant ce temps, c'est la population en attente d'assistance médicale qui en paie les frais. Voilà, Clément Birassa, on est dans la logique de ce que vous étiez en train de rappeler. Les pensions ne sont pas payées, donc les retraités sont abandonnés, les hôpitaux sont paralysés. Là-bas aussi, le personnel médical qui est en grève attend d'être payé. C'est des dizaines de mois d'arriérés. Et là, les mairies, nous apprenons même qu'il y a des mairies qui accusent jusqu'à 113 mois, 113 mois d'arriérés de salaire. Après, on se pose la question de savoir comment font-ils pour vivre. Et tout ça, le gouvernement estime qu'ils ne doivent rien revendiquer, sinon c'est de l'anarchie. Comment analyser cette approche gouvernementale, finalement, face à cette crise sociale qui prend de l'ampleur? Bon, la première chose qu'il faut dire aux Congolais, il faut maintenant se convaincre clairement que nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une dictature. Et dans la dictature, je crois qu'on n'est même pas on est dans une tyrannie. Et à partir de ce moment, les gens pensent qu'ils en imposent et qu'il n'y a pas d'autre voie. Parce qu'on ne peut pas, Christian, je m'excuse de le dire de façon crue, on ne peut pas, avec le système du PCT et le pouvoir du président Sassou, avoir amené le Congo à la situation que nous sommes et essayer de chercher que les gens restent silencieux pour les voir organiser des mariages fastueux, organiser des cérémonies, etc., dans l'indifférence totale. Dans l'indifférence totale. Mais ce qui me chagrine là-dessus, Christian, c'est qu'on prétend être démocrate, on prétend se baser sur les textes. Et pourtant, on ne respecte pas ces textes. Bientôt, ils vont venir nous dire que pour respecter les délais constitutionnels, il faut
se préparer à aller à l'élection. Alors que la même constitution dit que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Mais il est. Mais on en impose. De la même façon que les textes font obligation au gouvernement d'équilibrer en recettes et en dépenses le budget de la CREF. Ce qui veut dire que quand on analyse du point de vue du droit, la CREF, les retraités n'auraient jamais dû connaître des retards de paiement de pension. Ça ne devait pas exister. Et si ça existait, c'est que chaque année, le gouvernement, je vous rappelle, je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs, que le budget initial, parce que je crois que le budget de la loi rectificative n'a pas encore été promulgué. Je ne l'ai pas vu. Mais quand je prends le budget, la loi de finances de l'année 2026, vous vous rendez compte qu'au titre des cotisations sociales au profit de la CREF, il n'était prévu que 67 milliards de francs CFA. 67 milliards. Et si vous prenez qu'il faut 14 milliards pour payer une pension, donc on avait prévu qu'on ne paierait une pension que pour 4 mois, sinon 5 mois. Est-ce que c'est normal? Alors, quand je prends le décret, j'espère que les services du Premier ministre vont bien noter le décret, c'est le décret numéro 87/447 du 19 août 1987. Mais ce décret est clair en ce qui concerne le budget. Et c'est le directeur général du budget qui doit élaborer le budget. S'ils n'ont pas les compétences, mais qu'il reste tranquille, mais qu'il démissionne. Qu'on ait le courage de démissionner. Sauf si on ne démissionne pas parce qu'on est dans une position où on s'enrichit de façon illicite. Vous faites souffrir les gens. Il faut arrêter de faire souffrir les gens. Donc, ce que je dirais pour répondre clairement à ta question, Christian, où on est démocrate, où on ne l'est pas. Si c'est la tyrannie, ben, il faut que les Congolais prennent les conscience de ce qu'on est dans la tyrannie et qu'ils en tirent toutes les conséquences. Mais si on prétend être dans la démocratie, je rappelle aux gouvernants congolais que le droit de grève est constitutionnel. L'activité syndicale, elle est constitutionnelle. Et la Constitution, c'est la norme. C'est vraiment la norme au niveau du droit de ce que nous avons au sommet comme loi fondamentale et elle doit être respectée. Donc, à partir de ce moment, je ne vois pas. Alors, ce qu'on veut, c'est quoi? Que tout le monde se lève, comme il y a maintenant des vagues bleues, des vagues rouges. Encore, on ne sait pas comment elles sont financées. Les gouvernants devraient expliquer aux Congolais comment ces vagues sont financées, comment elles bougent à travers tout le pays. Et il faut que des audits soient faits. Même s'ils refusent de les faire aujourd'hui, un jour, ces audits seront réalisés. Un jour, ces audits seront réalisés. Parce que la nuit a beau être longue, elle finira par s'achever. Et un jour, le soleil se lèvera. Et les Congolais se rendront compte que le soleil s'est véritablement levé. Alors, donc, il faut qu'on laisse les syndicalistes. Alors, moi, j'en profite pour dire, notamment aux gouvernants, ou pour le compte des syndicalistes, mais laissez les syndicalistes mener correctement leurs activités, rendre compte aux syndiqués, prendre les suggestions, les faire et faire en sorte que nous avançons. Mais si vous êtes dans une situation où vous parlez d'accélération, vous imposez tout, mais le bilan, c'est l'échec, on fait quoi? Vous le rappelez, l'accélération de la marche vers le développement. Il faut peut-être qu'à un moment donné, qu'on cherche à comprendre. Bon, enfin, pour les Congolais, j'allais dire avisés, hein, ils ont compris que c'est une gouvernance par des slogans. La vérité, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas accélérer quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes encore à l'étape où, lui-même l'a déclaré dernièrement, qu'il fallait digitaliser certains services essentiels pour garantir le fonctionnement de l'État. Il est encore au niveau de rechercher les ressources pour faire fonctionner l'État. Donc, on n'a même pas encore commencé à garantir les investissements pour créer, évidemment, diversifier l'économie, absorber le chômage et commencer certainement à penser à l'industrialisation du pays. C'est lui qui le dit. Il est encore au niveau de rechercher les ressources pour garantir le fonctionnement de l'État. Tout à l'heure, nous avons rappelé les travailleurs à qui on doit beaucoup de mois de salaire impayés. Dans un pays comme celui-là où les hôpitaux sont paralysés,
pour les raisons salariales. On a parlé des pensions tout à l'heure. On ne peut pas parler de développement. C'est un peu se moquer des Congolais. Je vais vous proposer un autre extrait, le 28 novembre 2024, où il évoquait l'amélioration de la gouvernance publique dans la perspective d'un système intégré qui permettrait une gestion totalement digitalisée de la chaîne de la dépense, puisqu'ils disent que l'argent n'existe pas. Alors, ils annoncent des programmes, des slogans pour digitaliser. Je ne sais même pas ce que ça veut dire à leur niveau lorsqu'ils parlent de digitalisation, à quoi ils pensent. Ils ont l'impression d'avoir trouvé un nouveau terme, un nouveau concept pour distraire les Congolais. Digitalisation, c'est quoi pour eux? On l'écoute et on revient sur le plateau. L'élaboration et l'exécution du budget de l'État dans la perspective d'un système intégré qui permet une gestion totalement digitalisée de la chaîne de la dépense. Sur la mobilisation des ressources, j'instruis le gouvernement de mener à terme les chantiers d'informatisation, de digitalisation des régies financières pour optimiser toutes les procédures de collecte de recettes publiques. À compter du 1er janvier 2025, les paiements au profit de l'État et de ses entités publiques devront se faire par des moyens sécurisés, garantissant leur traçabilité et leur centralisation au niveau du Trésor public. Voilà la digitalisation. Et donc, je disais tout à l'heure, dans son dernier message, il a encore parlé de la digitalisation. Il est encore revenu là-dessus. On va le suivre. Nous sommes convaincus que l'accélération de la numérisation des secteurs d'activité porteurs, tels les douanes, les ports, les impôts, le foncier, peut annihiler l'évasion de recettes publiques, procurer suffisamment de ressources pour couvrir les charges de fonctionnement de l'État et soutenir l'effort de développement. Voilà, pour Denis Sassou Nguesso, il faut digitaliser certains secteurs, voilà, producteurs, et puis voilà, pour canaliser les finances de l'État et faire fonctionner l'État congolais. Et c'est là la question que je me posais tout à l'heure. Comment accélérer quelque chose qui n'existe pas? On va accélérer quoi concrètement si on doit encore rassembler l'argent pour faire fonctionner l'État? Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que depuis 2024, on parle de canaliser ces fonds. Je ne sais pas si la caisse de l'État a été ramenée au Trésor public. Vous avez une idée là-dessus? Ou elle est encore à la LCB? Ce n'est pas encore bien ramené. On a annoncé des intentions, selon moi, mais ce n'est pas réalisé. Et donc, jusque-là, on favorise la fuite, l'évasion financière. Et dans le même temps, on peut dire qu'il n'y a pas d'argent, le Congo n'a pas d'argent. Bref, puisqu'il parle de la digitalisation, vous y croyez? Vous croyez à ces slogans? Moi, j'aime bien les appeler comme ça, des slogans. Vous croyez à cette digitalisation dont on parle depuis 2024, pas seulement 2024, peut-être bien avant aussi. Et on y revient tout le temps pour justifier, évidemment, la crise actuelle. Christian, ta question est pertinente, mais elle me fait sourire. Tout à l'heure, tu me disais si on avait réglé les problèmes du Trésor. Non. Nous avons eu des analystes financiers qui sont passés et qui nous ont dit clairement que le produit de la vente du pétrole ne rentre pas au Congo. À partir de ce moment, et quand on voit le poids, la dépendance de notre économie vis-à-vis du pétrole et que le pétrole ne rentre pas, nous avons analysé la plupart des budgets. Nous avons vu, par exemple, pour le budget initial de l'année 2026, on n'envisageait même pas 1 milliard au titre des recettes des mines. Mais vous savez bien,
On a vu ce qui était prévu pour le bois. On a dit que c'est très, très en deçà du potentiel. Maintenant, tu parles de digitalisation, Christian. La digitalisation n'amènera rien au Congo s'il n'y a pas le courage et la volonté politique. Et je vais illustrer ça par quelques exemples. Quand tu suis les informations ces jours-ci, qu'est-ce que tu as découvert? Le commandant de la gendarmerie, je le félicite pour sa nomination, le commandant de la gendarmerie qui a récemment été nommé a procédé à la passation des services. Donc, il a commencé à prendre son service. Les gens me diraient, mais c'est une information qui est connue de tout le monde. Hier, je crois que le préfet de Brazzaville a pris également, et a fait sa passation de service, il a pris ses fonctions. Mais ce que les gouvernants ne nous disent pas, c'est que ces grands responsables, ces hautes personnalités, en prenant leur service, n'ont pas déclaré leur patrimoine. Parce que la loi, la constitution congolaise dit ceci. À son entrée en fonction, tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de fonction de celle-ci. Le commandant de la gendarmerie n'a pas déclaré son patrimoine. Le préfet de Brazzaville n'a pas déclaré son patrimoine. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conformes à la loi. Ils sont hors la loi. Mais la loi a prévu des sanctions pour ceux qui ne déclarent pas leur patrimoine. Et si les choses restent en état, mais ça veut dire que le gouvernement de Colonel Makosso et le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso favorisent la corruption, les détournements des deniers publics et autres. Donc, nous ne sommes pas dans une culture et une mentalité de rupture, de changement pour que nous allions au développement et plus tard vers l'accélération du développement. Vous ne pouvez pas à la fois, Christian, rechercher une chose qui s'appelle développement et favoriser le contraire qui s'appelle détournement, enrichissement illicite et autres. Comment vous faites ça? Et je suis sûr que toutes les passations de services qui sont programmées d'ici la fin de la semaine, mais se dérouleront. Et quand j'épingle la gendarmerie, mais je fais un clin d'œil au nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Pourquoi? Mais parce que cette institution est placée sous sa tutelle. Et nous avons suivi le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation déclarer qu'il fallait restaurer l'autorité de l'État et qu'il était allergique aux antivaleurs. Nous sommes dans quelle situation? Mais ça veut dire que nous sommes dans une situation où il y a un système. Il y a un système qui a choisi des slogans, qui a choisi des déclarations, mais qui, dans la pratique, ne peut pas être en mesure d'appliquer ce qui a été dit. Mais simplement parce qu'ils se disent Donc voilà, oui, mais simplement, je disais, ils le font simplement parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ont des opposants qui ne feront rien, des Congolais qui ne feront rien non plus. Et donc, ils se permettent tout. Non, dire qu'il y a... Non, dire qu'il y a des opposants qui ne feront rien. Non, le fait que nous le disons, même si on nous reproche beaucoup de choses, mais c'est déjà quelque chose que nous faisons pour la prise de conscience. Et je peux te dire, Christian, peut-être que je me trompe, mais de plus en plus, les Congolais prennent sérieusement conscience. De plus en plus, les Congolais prennent sérieusement conscience. Et nous, quand on le dit au niveau des émissions, nous n'avons aucune intention d'attaquer une institution. Mais nous sommes quand même, nous sommes vraiment choqués de constater qu'on est des gouvernants qui ne sont pas capables de respecter leurs lois fondamentales, la Constitution, et qui veulent venir divertir les Congolais pour dire qu'ils veulent aller à l'accélération de la marche vers le développement. Comme tu as dit, ce développement n'a pas commencé, cette marche n'a pas commencé, vous allez accélérer quoi? Vous ne faites qu'accélérer l'enrichissement illicite. Vous ne faites qu'accélérer l'enrichissement illicite. Est-ce qu'il est normal, par exemple, quand le Premier ministre tient ses propos, mais pourquoi il ne parle jamais de son salaire? Si j'étais en France, etc., un ministre français ne se gênerait pas de parler de son salaire. Mais ceux qui gagnent 25 millions, ceux qui gagnent 15 millions, il faut de temps en temps qu'ils soient. Pourquoi, Christian? Et je peux me poser la question. Le décret qui a fixé, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, il y a un décret qui a été pris en 2012 pour fixer les conditions de rémunération, les avantages des membres du gouvernement, tout ça. Christian, pose-toi la question. Pourquoi ce texte n'a jamais été publié au journal officiel?
Pourquoi ce texte qui est un décret n'a jamais été publié au journal officiel? Mais parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas venir devant le peuple dire je gagne 15 millions, je gagne. Parce que ça serait. Un scandale, oui. Les Congolais seraient certainement surpris. Ça serait scandaleux. Alors, quand on leur dit, Christian, essayez de donner l'exemple en réduisant le train de vie de l'État, ils n'acceptent pas. Mais par contre, les pauvres retraités, parce qu'il faut, Christian, que tu saches, il y a des retraités qui ont une pension de 50 000 francs. Et je peux te dire, je peux te donner les dates de paiement des pensions au Congo. La pension de septembre 2025 a été payée le 27 décembre 2025. La pension d'octobre 2025 a été payée le 25 février 2026. La pension de novembre 2025 a été payée le 10 mars 2026. La pension de décembre 2025 a été payée le 24 avril 2026. Celle de janvier a été payée le 22 mai 2026. Celle de mars a été payée le 20 juillet, je crois, 2026. Et celle de février plutôt, et celle de mars commencera à être payée demain. Quand vous gagnez 50 000 francs comme pension, Christian, comment vous faites pour vivre? Vous avez une femme, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants parce que malheureusement, le problème de l'emploi n'est pas résolu. Est-ce qu'il est normal que les gouvernants qui pensent tant aux Congolais puissent Et être avec indifférents? l'inflation, le coût de la vie, on l'imagine un peu. Et j'ajoute, Christian, ils sont indifférents à la situation des Congolais. Mais comment sont-ils indifférents aux articles 227 et 228 de la Constitution qui institue un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur tous les grands problèmes politiques d'intérêt national. La misère et la souffrance des Congolais, ce n'est pas un grand problème politique d'intérêt national. Donc, depuis que le président Sassou a pris le pouvoir et qu'il est en train d'accumuler les mandats, etc., il n'y a pas de grands problèmes d'intérêt politique, des problèmes d'intérêt politique au plan national qui devaient nécessiter qu'on aille vers un dialogue national inclusif. On fait quoi? On est en train de divertir les gens. Bon, nous allons voir ce que le ministre Pierre Oba va nous proposer ou va nous faire dire en matière de dialogue. Mais je rappelle déjà qu'il y a le dialogue, le Conseil national de dialogue, qui est institué par la Constitution et dont les références et les objectifs sont clairement définis. Et pour terminer, c'est la dernière question et votre réponse comptera pour le mot de la fin. Quand j'ai relu évidemment le texte qui a été publié, je crois, sur les réseaux sociaux, la dernière réunion que les responsables syndicaux ont eue avec évidemment les responsables gouvernementaux, à cette réunion était présent donc le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social, ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, ministre de la Sécurité sociale, de la prévoyance sociale et de la solidarité, 5 conseillers spéciaux du Premier ministre, voilà, congolais, et le directeur général de la CREF. Je comprends rien là. Est-ce que c'est des gens qui viennent découvrir encore la situation des retraités et lorsqu'on sait que c'est le même régime qui est là depuis des décennies ou qu'est-ce qu'ils viennent faire là, tout ce monde-là? Mais Christian, tu n'as pas compris la philosophie de ce pouvoir. Ils veulent coûte que coûte se maintenir. Ils nous ont sorti un document avant l'élection, en toute transparence, le bilan globalement positif, etc. Mais vous savez bien que le président est parti à l'élection dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Il faut que les Congolais le sachent. Le Parti congolais du travail, conformément à l'article 28 de la loi électorale, ne pouvait pas prendre part aux réunions électorales. Ce sont eux-mêmes qui ont introduit ces lois et ce sont eux-mêmes qui sont dans l'incapacité. Aujourd'hui, le gouvernement est coincé. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer à dire aux retraités qu'il n'y a pas d'argent. Parce que les retraités vont leur dire qu'il y a cette affaire d'excédent budgétaire de 14 000 milliards.
qu'il y a cette affaire des 6 milliards de bourses qui se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces, qu'il y a les 9 milliards qui ont été détournés. Donc, les niches où on doit pouvoir trouver l'argent pour résoudre ces problèmes existent. Et ce gouvernement ne peut pas continuer à dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais que fait-on pour expliquer aux Congolais qu'il y a 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards? Colline Makosso a demandé qu'il y ait une commission qui évalue. Mais pourquoi Colline Makosso ne dit rien sur les 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux? Pourquoi? Mais parce que ce sont eux-mêmes qui sont impliqués. Ce sont eux-mêmes qui se sont enrichis. Ils ont acheté des appartements à Dubaï, en France, et tout ça, en se disant s'il y a une moindre explosion au pays, mais nous fuirons pour vivre dans ces pays. Ce n'est pas ce que l'on vit. C'est ça. Encore qu'ils aient la chance de fuir. Et oui. On a fait. Les gens estiment qu'ils se sont enrichis, c'est devenu leur argent. Les autres peuvent être trimés dans la pauvreté, dans la souffrance. Ce n'est plus du tout leur problème. Ce n'est plus du tout leur problème. Pourquoi nos gouvernants ne se sont jamais intéressés aux biens mal acquis? Ce n'est pas l'enrichissement illicite. Pourquoi c'est au Canada qu'on apprend qu'on a interdit à tel Congolais? Pourquoi au Congo, on ne fait rien? Pourquoi nous ne nous en préoccupons pas? C'est pour ça qu'il faut dire à ces gouvernants, arrêtez de divertir les Congolais. Ce que Colline Makosso a fait avec le ministre d'État Pierre Mabiala, avec la ministre Ingrid Boukaba, ça c'est de la diversion. Ils connaissent bien les problèmes des retraités. S'ils veulent nous donner une preuve de leur bonne volonté, de leur courage à régler ce problème, qu'ils règlent déjà le problème des 9 milliards des pensions de novembre et décembre 2016 qui ont été détournées, enfin, qui ont dit-on disparu, mais dans un compte en banque. Mais si on va en banque, on va bien mener l'enquête. Christian, lorsque les réseaux sociaux ont parlé de ces transferts d'argent en Europe et tout ça, ben, tu as entendu que la CID a mené une enquête mais les gens sont tranquillement dans leur poste. D'ailleurs, pendant que vous le dites, pardon, c'est juste une information qu'on rappelle. Il y a eu 160 milliards qui ont disparu au ministère de la Santé, sans compter l'argent qu'on a volé au FIGA. Il y a bien des scandales comme ça, mais jamais quelqu'un n'a été interpellé. Personne n'est inquiété. Ben voilà. Donc, on ne peut pas continuer à venir dire aux Congolais qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un manque de volonté manifeste des gouvernants de régler le problème de la pauvreté, de la misère et de la souffrance des Congolais. Et c'est devenu leur acquis. Christian, qui parmi les gouvernants peuvent expliquer comment un Congolais peut devenir milliardaire sans qu'il n'ait des usines, etc. Qui peut l'expliquer? Comment on peut le comprendre? C'est le miracle Même congolais. Si vous gagnez, c'est certainement le miracle. Donc, c'est Christian, je dis, s'agissant du problème que nous venons d'évoquer, c'est un problème extrêmement sérieux. Il faut qu'il y ait la transparence. On nous a vanté la digitalisation à la crève. C'est le moment de nous prouver que la crève, la digitalisation a réussi. Il faut qu'on nous donne des indications régulières. Je suis content pour la CCA. Aujourd'hui, Christian, quand je vais je prends le site du ministère des Finances, mais j'ai déjà le niveau de la dette publique du Congo au mois de mai. Mais pourquoi la crève, le nombre de retraités, les résultats Mais il faut qu'on nous donne ça. L'argent que le trésor des caisses, pourquoi on paie? Il faut que ça soit vulgarisé, connu de tout le monde. Pourquoi ils cachent? Mais parce que le scandale, ce n'est pas seulement la crève, c'est pratiquement dans toutes les structures où les gens se sont comme répartis des rôles et ils appauvrissent l'État. Ils appauvrissent l'État. N'oublie pas, Christian, que quand tu penses à l'histoire de ce pays, on a créé les entreprises d'État. Souma Samba Deba, on en a beaucoup créé. On avait pensé que c'était pour créer la richesse et régler le problème. Mais c'est parti où? Les entreprises d'État sont parties où? Ben, elles ont toutes disparu. Mauvaise gouvernance, mauvaise gestion, impunité, détournement. Que les Congolais, je souhaite, Christian, toi qui fais des bonnes recherches, retrouve pour les jeunes Congolais, pas ceux de ma génération, mais les jeunes, la déclaration du 12-12
1975. Le président Denis Sassou Nguesso était à l'état-major spécial et révolutionnaire. Et tu verras que les mots qui sont décrits dans cette déclaration sont pratiquement les mêmes mots que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a près de 50 ans. Mais il y a des problèmes structurels de cette gouvernance qui doivent être. C'est pour ça que moi, je dis clairement, je suis de ceux qui militent pour que de façon démocratique, nous allions au changement et à la rupture. Et nous le voulons de façon démocratique pour que nous soyons compris. Et comme nous le voulons de façon démocratique, nous disons au gouvernement, c'est vous-même qui nous avez fait des propositions. Quand on vous les retourne, vous n'en voulez pas. Convoquer un dialogue national inclusif auquel prendront part tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et nous mettrons les problèmes de ce pays sur la table. Parce que ce pays n'appartient à personne. Il appartient à nous tous. Et nous tous, nous avons la responsabilité. Allons au dialogue. J'espère que les démarches que le ministre d'État Pierre Oba mène, ce n'est pas pour nous ramener aux tergiversations des concertations politiques, des voix, etc. Mais c'est pour qu'on aille vers l'examen sérieux, de façon responsable, sans complaisance de la situation du pays, et qu'on regarde de façon démocratique comment envisager l'avenir de notre pays. Donc, Christian, c'est par là que je termine. Merci Clément Mirassa d'avoir encore été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes président du Rassemblement des forces du changement, ancien ministre du développement industriel, ancien ministre du commerce. Merci bien de votre disponibilité, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Aidez-nous à partager cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.